Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur D8. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je poursuis pour vous la lecture d'une œuvre de Jules Barbé d'Aurevilly qui s'intitule Une vieille maîtresse. Il s'agit donc de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Rino de Marigny, qui va épouser une jeune femme noble, de bonne famille, très pieuse, qui s'appelle Ermengarde. Mais là où ça va se compliquer, c'est qu'il va en fait se retrouver coincé entre sa jeune épouse qu'il aime et son ancienne maîtresse, qui est une sorte d'intrigante, qui est beaucoup plus âgée que lui, puisqu'elle a 36 ans dans le roman. Et il a vécu en fait avec cette femme une liaison passionnée pendant 10 ans, cette femme qui est espagnole, qui s'appelle Vélini. Et il va donc se retrouver un petit peu coincé entre ces deux femmes. Quant à sa maîtresse, qu'il s'apprête là à retrouver, alors qu'il est déjà engagé, fiancé à Ermengarde. Et donc, elle va être assez furieuse d'être éconduite et va finalement tout faire pour mettre son mariage en échec et va aussi également établir un plan assez diabolique pour tenter de récupérer son amant. Alors, je vous propose tout de suite que nous poursuivions cette lecture d'une vieille maîtresse de Jules Barbé d'Aurevilly. Avant cela, n'oubliez pas qu'il est temps pour vous, que vous pouvez d'ores et déjà, si vous en avez envie, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe. Il vous suffit de taper hashtag VBN. Vous pouvez également aller sur le site de la chaîne www.d8.tv pour nous retrouver en replay. Sinon, eh bien, écoutez, restez bien au chaud avec nous. Je poursuis tout de suite pour vous Une vieille maîtresse de Barbé d'Aurevilly. Restez avec nous sur D8. Une très belle nuit à vous tous. Et pourtant, il n'avait pas émigré. Il s'était caché pendant la Terreur, comme beaucoup de nobles dans certaines provinces. Sa famille était du Nivernais. Il avait été très beau, comme on pouvait en juger, par un portrait fort ressemblant accroché à la glace de son entresol. Rue Louis le Grand, et qui le représentait coiffé en cadenette, avec le collet de velours vert tel qu'il était quand il se maria. Cette belle tête, aux yeux d'outre-mer, à la bouche fine, si romanesque, si féodale, en même temps, on n'en reconnaissait guère le galbe dans le vicomte de Prony actuel. Le nez busqué s'était allongé. La bouche dégarnie de ses dents était rentrée et avait fait un faux air de celle de Voltaire sur son déclin. Le menton impérieux avait suivi le nez dans son mouvement en avant et le menaçait. La peau du visage était jaune comme un parchemin d'antique noblesse, les yeux gonflés comme ceux de tous les hommes sensuels qui ont pratiqué la vie. Mais ils dardaient toujours leur flamme verte avec cette énergie de curiosité insatiable qui ressemble à de la pénétration mais qui n'en est pas. Le front, on en pouvait juger, caché qu'il était par une perruque châtain clair, très frisée, posée perpendiculairement sur les yeux. On ne compte plus maintenant que 2 perruques de ce style-là dans tout le faubourg Saint-Germain. Tel était devenu le beau Prony, le plus agile danseur et la plus forte lame d'épée, d'après Thermidor. Il s'était battu pour le petit capet et les 18 boutons à l'habit. Autant que s'il avait été élevé, avant les désastres de la monarchie, pour entrer dans la Maison Rouge au lieu d'entrer dans les enquêtes. Il avait été le point le plus sur la hanche de cette époque de bretteur et la fleur des pois des muscadins. À cette époque, il avait tourné la tête à une héritière avec le muscle de son mollet. Il s'était marié richement et avait vécu sur ses terres. Très poli pour les autres, mais très pointilleux, très despote chez lui, très colère, il avait été dans sa campagne le plus violent des juges de paix. Libertin, mais galant et discret, égoïste comme Fontenelle lui-même, sans cet esprit qui excuse tout, mais avec l'excellent ton qui le vaut presque, il avait fait mourir sa femme de chagrin, planté une magnifique croix sur sa tombe et sur sa mémoire, une phrase convenablement mélancolique qu'il répétait toujours quand on lui en parlait. Ceci, tout avait été dit. Difficile à satisfaire, quinteux en diable, parlant toujours de dégainer quand on le contrariait,
et l'ayant fait très volontiers, tout vieux qu'il fût, il s'était battu juvénilement lorsque les Alliés étaient venus en France avec un colonel de Cosaques qui logeait chez lui et qui avait trouvé que les infusions de marjolaine qu'on lui servait le matin n'étaient pas du thé Hisson et Souchon, et il l'avait blessé. Très mécontent de son gendre, qui était encore plus mécontent de lui, il était revenu vivre à Paris, en garçon, touchant ses fermages chez son banquier et se moquant de l'opinion publique de sa province, qu'il appelait le vieux dénaturé parce que, disait-il, il voulait la paix dans ses derniers jours. Il était de haute taille, droit, sec, comme un bambou, dont il avait les nœuds dans l'humeur. Il aimait autant le tric-trac que la liqueur des îles. Né pour être juge, il ne bégayait pas comme Bridoison, mais souvent, il cherchait ses mots. Et comme dans la conversation, il n'y a point de dictionnaire pour se donner le temps de les trouver, il avait pris, en vieillissant, la risible et déplorable habitude de répéter à chaque bout de phrase la locution, de manière que, quand on lui parlait, il avait toujours l'air attentif et très étonné, quoiqu'il fût bien loin d'être naïf. Il poussait avec sa langue sa joue creuse en vous regardant. « Allez donc, vicomte, fit madame d'Artel, tâchez de m'avoir des détails, tâchez de savoir par quel diabolique talisman cette femme, qui n'est ni jeune, ni belle, dites-vous, a pris sur monsieur de Marigny un ascendant qu'elle n'a jamais perdu, tandis que cette pauvre petite madame de Mandose, par exemple, tue sa jeunesse et sa jolie figure dans les larmes pour un homme qui a la monstrueuse ingratitude de ne même pas s'en apercevoir. C'est difficile, répondit le vicomte. La drôlesse est insaisissable. Elle ne répond à aucune question et elle échappe à l'observation la plus aiguisée. C'est du feu grégoire ou du vif argent incarné, de manière que vous ne voyez rien à travers vos lunettes, mon cher contemporain, interrompit la comtesse, jouant l'incrédulité avec une câlinerie perverse. Dois-je croire cela de votre ancienne sagacité ? Oui, ma chère, croyez-le, fit le vicomte, obligé, acculé à être vrai. J'ai su, les femmes autrefois, j'ai connu leurs 1000 diableries pour nous faire, quand ça leur convient, marcher à 4 pattes, comme feu Nabucodonosor. Mais voyez-vous, la Vélinie n'a pas d'analogue dans mon répertoire de souvenirs. On ne comprend rien à celle-là. C'est un logogriphe, c'est un hiéroglyphe, c'est un casse-tête chinois. Et peut-être est-ce tout cela qui fait sa puissance. Depuis quelque temps, j'ai cessé de la voir, mais je l'ai vue beaucoup autrefois, de manière que je puis bien la revoir encore. Seulement, je ne crois pas avoir à vous donner les détails dont vous êtes friande et que vous avez promis à madame la marquise de Flers. Hypocrite, fit encore l'astucieuse comtesse, en lui lançant 2 regards d'une date reculée, presque tendre, et qui prenait en écharpe la fatuité de l'ancien cavalier servant. Est-ce que vous ne découvririez pas la pierre philosophale si vous le vouliez ? Enfin, j'essaierai, dit le vicomte, divinisé par l'idée que la comtesse avait de lui. Dans tous les cas, du reste, j'apprendrai à la señora le mariage prochain de mademoiselle de Polastron et de monsieur de Marigny, et je compte sur un fier tapage. Si le tapage, reprit la comtesse, peut empêcher le mariage, vous m'aurez donné mon dernier plaisir. Elle lui tendit la main en appuyant sur ce mot que la discrète délicatesse du vicomte n'osa relever, mais qu'il comprit. Il baisa cette main avec la douceur du souvenir, prit sa canne et s'en alla chez la señora Vélini. Il faisait un clair de lune perçant et glacé. Le vieux vicomte, qui aimait à marcher après son repas, arriva tout en chantonnant rue de Provence. Il monta les 4 étages qu'il connaissait bien. Avec une jambe rajeunie à la fontaine de Jouvence, de l'excellent dîner de la comtesse, et sonna à la double porte de tapisserie qu'une jeune fille splendidement belle vint ouvrir. « Ah, c'est monsieur de Prony !» dit la jeune fille, un peu étonnée de revoir un ancien visage probablement oublié. Lui-même, repartit le vicomte. « Comment te portes-tu, mon enfant ?» ajouta-t-il, en passant la main sous le menton royal
qui n'appartenait qu'à une soubrette, mais qui n'en était pas honteux. Comme toutes les personnes de son temps, Monsieur de Prony tutoyait les domestiques. « La señora est-elle visible ce soir ?»« Oui, monsieur, dit Olivia, en débarrassant le vicomte de son manteau. Cette belle soubrette, à la taille de déesse, étalait une beauté étrange et une mise plus étrange encore. Elle avait les cheveux d'un rouge flamboyant, largement tordus sous un peigne d'écailles blondes, les bras nus et une robe de soie. C'était mauvais ton peut-être que cette mise pour une fille de service chez qui rien n'indiquait la femme de chambre. Si ce n'est le tablier blanc consacré, pardon. Elle éclaira de son bougeoir de cristal Monsieur de Prony et lui fit traverser plusieurs pièces. Elle marchait d'un pas résolu, voluptueux, tout ensemble, et l'on entendait craquer sur les tapis le satin turc de sa bottine, son ondoyante taille profilée d'acciliantes ombres sur les draperies qu'elle éclairait en passant. Il fallait que la señora Avellini eût grande idée de sa beauté pour garder chez elle une camériste de cet air-là. Il fallait qu'elle eût l'orgueil immense qui naît de la force éprouvée. La plus altière du faubourg Saint-Germain aurait renvoyé haut la main une femme de chambre, au port si princesse, et qui, en tendant un plateau ou une lettre, prenait tout naturellement des attitudes à exposer ses amis et soi-même, aux plus écrasantes comparaisons. Quand on voyait Olivia, l'idée venait. Si c'est là la soubrette, qu'est donc la maîtresse ? Mais le vicomte de Prony ne pouvait se prendre à une telle préface. Il connaissait la señora Avellini et il devait la retrouver avec quelques années de plus. Chapitre 4. Une maîtresse s'éraille. L'appartement dans lequel Oliva la Rousse fit pénétrer Monsieur de Prony ne ressemblait guère à un appartement de femme. Si on en croyait les récits du vicomte à Madame d'Artel, la señora était peut-être d'un ordre un peu plus élevé que toutes celles qui font tomber des sequins en agitant leurs jupes. Mais après tout, disons le mot, le monde qui ne veut que des situations expliquées, l'appelait une courtisane. Eh bien, l'aurait-on dit en entrant dans cet appartement si fier et si sombre et qui ressemblait plus à un cabinet qu'à un boudoir ? Là, nulle mollesse, nul mystère. Dans le jeu des glaces, nulle combinaison scélérate dans le jeté des draperies, nul parfum provoquant ou révélateur. Les lambris sans aucun ornement étaient revêtus de cuir de Russie doré. D'immenses rideaux à l'italienne, en velours, frocs de capucin, étaient retenus par des torsades or, bruni et aurore. Sur la cheminée tout bronze, une assez belle glace de Venise s'y penchait. Des fauteuils en chêne sculpté étaient couverts d'un velours semblable au velours des rideaux. Le tapis, d'une épaisseur inaccoutumée, n'avait non plus que les deux sérieuses couleurs brun et aurore. Du reste, pas de meubles attestant la présence d'une femme. Point de chiffonnière, point de corbeille, on eût pu se croire chez un homme, mais quel homme ? Un homme d'action ou un penseur ? Il n'y avait ni pipe, ni arme contre les lambris, ni table à écrire, ni bibliothèque. Le seul meuble qui fut remarquable au milieu de cette nudité simple et ferme, c'était une espèce de lit de repos de satin vert, soutenu par deux images d'hippogriffes, aux ailes reployées, et que l'artiste avait sculpté avec la plus ivre fantaisie. Un tel appartement, avec ses couleurs sévères, n'était pas trop éclairé par le feu de la cheminée et de lampes, dont les globes de cristal coloriés répandaient, un jour, à reflets changeants et incertains. C'est Monsieur le vicomte de Prony, señora, fit Olivia à sa maîtresse, couchée à terre, en face du feu sur une magnifique peau de tigre, qui se souleva sur le coude pour dire bonjour au vieux vicomte. « Et quoi ? C'est vous ? C'est vous » dit-elle avec un peu d'étonnement comme Oliva. Elle lui tendit la main avec une cordialité vive. Le vieux galant, qui venait de baiser celle de ses anciennes amours, et qui avait la lèvre humide encore de la liqueur des îles de Madame d'Artel, serra cette main, mais n'osa l'embrasser. L'historien de Madame d'Artel, Monsieur de Prony, n'avait rien exagéré. La señora Avellini n'était plus jeune et n'avait jamais été jolie.
Oliva n'était donc point comme un degré de lumière placé là par l'orgueil enivré pour monter d'une femme belle à une femme plus belle. Au contraire, on descendait à une femme soudainement laide quand on regardait Vélini, l'œil ébloui par Oliva. La comparaison avait alors toute la surprise du contraste. Vélini était petite et maigre, sa peau qui manquait ordinairement de transparence était d'un ton presque aussi foncé que le vin extrait du raisin brûlé de son pays. Son front, projeté durement en avant, paraissait d'autant plus bombé que le nez se creusait un peu à la racine. Une bouche trop grande, estompée d'un duvet noir-bleu, qui, avec la poitrine extrêmement plate de la señora, lui donnait fort un air de jeune garçon déguisé. Oui, voilà ce qui paraissait. Aveuglé d'abord, ce qui choquait au premier coup d'œil, ce qui faisait dire aux yeux épris des lignes de la tête caucasienne qu'elle était laide, la señora Vélini. Surtout quand on la voyait, comme ce soir-là la voyait, le vicomte. Hâve d'ennui, indolément couché sur sa peau de bête, réveillé de sa pesante rêverie comme un enfant fiévreux qui interrompt une sieste morbide dans la marème, sa tête, trop penchée sur son cou flexible et qui semblait emporter le poids de son corps, lui donnait quelque chose d'oblique et de torve. Elle se repliait sur elle-même, avec une espèce de pudeur farouche, défiante, orgueilleuse, et qui jetait des redoublements d'ombre sur sa laideur. Telle elle apparaissait, mais disons tout, pour peu qu'une passion ou un caprice la fit sauter debout, pour peu qu'un invisible coup de trompette, un accent réveillé, des sentiments engourdis, lança le frisson dans sa maigreur nerveuse et l'arracha au sommeil de sa pensée. Elle n'était pas belle, non, jamais, mais elle était vivante, et la vie chez elle valait la beauté dans les autres. L'expression, ce Dieu caché au fond de nos âmes, l'a créée par une foudroyante métamorphose. Alors, ce front envahi par une chevelure mal plantée, ce front d'esclave étroit, entêté, ténébreux, grossissait, grandissait et commandait au visage. Ce nez, commencé par un peintre kalmouk, finissait en narines entr'ouvertes, fines, palpitantes, comme le ciseau grec en eût prêté à la statue du désir. Les coins de la bouche allaient mourir dans des fossettes voluptueuses, les yeux emplis par des prunelles d'une largeur extraordinaire, noirs, durs, faux, espionnants, tisons ardents d'un vrai brasero sans flamme, s'avivaient d'une clarté qui brûlait le jour. C'étaient des yeux infernaux ou célestes, car l'homme n'a guère que ces mots-là qui cachent l'infini pour en exprimer la puissance. À coup sûr, c'étaient des yeux pareils qui avaient inspiré la distique Clepte. Un de tes cheveux, que je m'en couse les paupières pour ne plus regarder d'autres yeux que les tiens. Dans ces moments-là, quelle revanche la señora prenait sur les femmes toujours belles. Mais l'émotion ne durait pas. Tout s'éteignait quand elle s'était envolée. Et la nuit de sa laideur ressaisissait, redévorait Vélini en silence et restait lourdement sur elle comme un froid basilic se couche à la place où il a tout englouti. Pour aimer cet être changeant, beau et laid, tout ensemble, il fallait être un poète ou un homme corrompu. Le vieux vicomte n'avait pas en lui un grain de poésie. Aussi, ne comprenait-il rien aux éclairs de passion qui passaient sur Vélini, mais comme il était corrompu, blasé, vieux de civilisation et de sens, il s'expliquait très bien qu'on puisse s'arranger de toute cette laideur. « Eh bien, comment allons-nous, déesse du caprice ?» fit-il, avec une aisance familière en s'asseyant dans un grand fauteuil, pendant qu'Oliva disparaissait. « Vous êtes aussi capricieux que moi, monsieur le vicomte, » dit la señora, comme un enfant gâté qui s'éveille. « Vous veniez me voir autrefois. Vous veniez souvent. Vous aviez l'air de tenir à moi. Mais baste. Un beau jour, vous disparaissez, on ne sait pourquoi, et on ne vous revoit pas. Enfin, on ne vous revoit qu'aujourd'hui. »« J'ai été au zoo, ma petite, » reprit le vicomte, de manière que, au zoo, sans bouger, pendant 2 ans, interrompit la señora en éclatant de rire. Vous vous moquez de moi, monsieur le vicomte, ou c'est une excuse d'après-dîner? D'après dîner? Comment cela? Dit le vicomte, rondissant ses yeux verts, l'air étonné, poussant sa joue avec sa langue. Voulez-vous dire que je suis gris?
Non, monsieur le vicomte, je vous sais prudent, si ce n'est sage. Vous avez une jambe malade qui vous interdit de vous griser, dit-elle férocement, car elle s'ennuyait, et pour passer le temps, elle eût jeté Prony au tigre sur lequel elle était couchée, si l'animal avait vécu. « Attends, drôlesse, pensa le vicomte, je vais te payer tout à l'heure tes réflexions de ma jambe. » Mais la señora continuait. « Non, mon cher vicomte, vous êtes en état de lucidité parfaite, mais vous avez dîné, bien dîné peut-être, chez quelques anciennes maîtresses à vous, et après avoir eu toutes les jubilations de la table, l'ennui de l'intimité vous prenant, vous vous êtes dit qu'il serait peut-être drôle et nouveau de monter chez moi. Puis vous êtes venu. Le vin stimulant les réponses, donnant de l'esprit quand il n'en ôte pas, je lui dirai que je suis allée aux eaux, avez-vous pensé, si elle me fait quelques reproches de mon absence et autres illusions produites toujours par les influences du dessert. Elle le croira. La Vélini serrait de près la vérité, mais elle ne la tenait pas. Elle ne se doutait point de la mission dont s'était chargé le vieux renard qu'elle venait de blesser, et qui, impatient de lui rendre dans sa vanité le coup qu'elle lui avait porté à son amour-propre, en lui parlant de sa jambe, se tut 1 minute, puis entra résolument en matière par la question directe. « Est-ce que vous voyez toujours monsieur de Marigny ?»« Certainement, fit la señora avec nonchalance. »« Mais y a-t-il longtemps qu'il n'est venu chez vous, señora ?» reprit monsieur de Prony, en plongeant sur elle des yeux avidement cruels. Il la dominait puisqu'il était assis sur le fauteuil et elle à terre. Elle était changée depuis 2 ans. Elle avait vieilli. L'égoïste, blessé par elle dans le sentiment de ses infirmités physiques, vit que la raie des cheveux s'était élargie, que quelques fils d'argent apparaissaient dans le miroir noir des bandeaux. Elle avait une espèce de blouse de soie sans corset fixée par une ceinture. Ses pieds nus, aussi bruns que sa joue, étaient au large dans des pantoufles de velours brodé de perles. Traître costume qui montrait bien qu'elle n'avait plus 25 ans. La seule chose immortelle était la grâce indolente et jeune avec laquelle elle posait sa petite main sous la griffe d'or de sa peau de tigre, en écoutant monsieur de Prony. « Mais il y a une huitaine, répondit-elle, il vient quand il veut, et puis il est libre. Qui se voit tous les jours après 10 ans ? Et 10 ans qu'on n'a pas été, dit le vicomte, d'une fidélité parfaite. C'était le premier coup de dent de sa rancune. Il allait donc passer au second. Mais cela ne l'irrita point. Elle ne répondit pas comme une prude. « Mais qu'en savez-vous » Mais placidement et avec cette mélancolie qu'ont les femmes qui ont cherché le bonheur et qui n'ont trouvé que l'amour. « Lui ni moi n'avons été fidèles, notre liaison a été singulière, ajouta-t-elle en rêvant tout haut. Car pourquoi n'aurait-elle dit ces choses au vieux Prony ? Nous nous sommes plus haïs qu'aimés. » Alors tant mieux, dit le vicomte, car voici le dénouement qui arrive et je ne voudrais pas vous voir malheureuse. Vous savez sans doute le mariage de monsieur de Marigny. Oui, je le sais, vicomte, fit-elle gravement, mais pas par lui. Le vicomte étudiait cette tête de bronze. Un sillon de la foudre de beauté qui partait de l'émotion du cœur y passa. Mais ce fut trop rapide pour être aperçu d'un observateur sans portée, comme l'était monsieur de Prony. « Oui, je le sais, reprit-elle en portant vivement à sa bouche la main qu'elle avait mise sous la griffe d'or de la peau de tigre. La griffe acérée, trop durement appuyée par elle, elle avait trouvé le sang qui coulait et qu'elle suça tranquillement. Ils sont venus de partout me dire que Marigny allait se marier. » Ce sera donc la fin pour cet épisode-là, mais je vais vous retrouver très prochainement pour la suite des aventures de Rino, de Marigny et de ces 2 femmes dans Une vieille maîtresse de Jules Barbé d'Aurevilly. Avant cela, n'oubliez pas, il est toujours temps de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit de taper #VBN. Vous pouvez également aller sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur D8 pour de nouvelles aventures littéraires.